reste ici? Ça te va? Je crois qu'on va revêtir d'un petit capuchon nos micros. Ouais, le micro est activé. Alors, est-ce qu'on... Je ne sais pas, moi je me conforme, je fais exactement ce qu'il faut faire. Je pense que ce serait plus sympa pendant Ouais, la quand même. Démasque-toi. Vous nous donnez le top go? On peut démarrer là, c'est bon? Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur cet atelier franco-allemand qui va développer une thématique qui connaît beaucoup de rebonds en fait. À l'époque où on l'a imaginé, nous étions dans un autre état d'esprit puisque c'était le mois de juin. Et hélas, aujourd'hui, je pense qu'elle se rappelle à nous avec beaucoup d'acuité. Donc, je suis Anne-Sophie de Faucigny, je suis directrice des relations institutionnelles à BPI France. Et je concours à l'initiative franco-allemande déployée par BPI France aux côtés de Nicolas Dufourc. Je suis ravie du sponsoring de l'Institut Montaigne sur cette thématique qui est très chère à l'Institut et depuis de nombreuses années. Donc, Laurent Bigorne va s'exprimer juste après moi. Je remercie vraiment très chaleureusement les participants qui ont maintenu leur venue dans un contexte très contraint, mais qui permet aussi à cet atelier de ressembler à une sorte de plateau télévisé, puisqu'évidemment, il y aura beaucoup plus de monde à nous regarder via le digital que ce que nous sommes présents aujourd'hui dans la salle. Alors, pour démarrer, peut-être un mot sur la contribution spécifique de BPI France aux franco-allemands. On va ensuite zoomer sur l'agilité industrielle face à la crise, mais peut-être dire la genèse de notre implication à notre humble niveau micro, qui est vraiment la marque de BPI France, puisqu'on est une banque organisée autour de l'entrepreneur, très régionalisée. Nous avons souhaité travailler sur le paradoxe Mittelstand, donc très court. Beaucoup d'entrepreneurs français se reconnaissent de plus en plus d'ailleurs dans les valeurs du Mittelstand allemand, en ce qu'il recompose un peu une perspective d'enracinement régional, d'engagement de long terme, de valorisation des savoirs techniques, ce qui sont des valeurs formidables. Et quand on creuse avec eux, parce qu'on est en relation d'affaires sur d'autres sujets, sur la connaissance qu'ils ont de leurs homologues outre-Rhin, s'ils peuvent citer des entreprises avec lesquelles ils auraient aimé développer des partenariats, par exemple, on se rend compte que peu sont en capacité, en réalité, de citer des entrepreneurs qui sont sur leur champ d'activité. Côté Rhin, outre-Rhin, pardon, la situation est un peu différente, mais c'est vrai que cet attrait, au moins médiatique, et cette envie qu'on a en France de développer des relations avec le Mittelstand allemand est parfois perçue avec un peu de scepticisme. Et on sent que l'Allemagne regarde beaucoup la France comme un marché, mais qu'en réalité, quand il s'agit de positionner des clusters de production, ils ont aussi le regard qui se porte vers l'Est et vers les pays d'Europe centrale et orientale. Alors je lance un peu le pavé dans la mare, je vois Maurice Lombard qui me regarde. Évidemment, ce n'est pas une généralité que je viens de dire, mais un petit trait quand même que l'on peut relever. Alors par rapport à cette situation, évidemment, BPI France voit beaucoup de signaux positifs, puisque on a marqué plusieurs jalons, d'abord avec l'écriture d'un livre qui a été présenté à la Foire de Hanovre en 2019, qui relatait justement des expériences contraires, puisque nous avions fait travailler 2 consultants sous le sponsoring de notre lab, BPI France très actif dans la production d'études. Ces 2 consultants, donc Dorothée Kohler et Jean-Daniel Weiss, ont publié un livre aux éditions Springer qui s'appelle Le Mittelstand allemand en France, et qui raconte des témoignages, en fait, des belles histoires en fait, d'implantation d'entreprises allemandes en France, dont l'entreprise KSB, dont l'entreprise B. Braun. Et ce qui ressort de ce livre, en fait, est tout à fait intéressant. Donc, il y a 1001 raisons pour lesquelles les entrepreneurs allemands peuvent avoir envie et besoin de s'installer en France. Mais dans quel que soit le cas de figure qui les a poussés à faire cela, on se rend compte que tous y voient une manière de créer de la valeur sur un sujet qui n'est pas spécifiquement leur métier, mais en tout cas que l'hybridation des 2 modèles
a des répercussions très positives en matière de développement de la stratégie de R&D, par exemple, de recrutement et d'accès à des ressources assez rares, notamment en Haïti. Donc on se rend compte que tout de même la pertinence de l'action à retisser du lien et à créer des moments de rencontre entre Mittelständler allemands et dirigeants de PME ou ETI françaises a vraiment du sens et est vraiment créateur de valeur. Donc en parallèle de ce premier jalon posé, modeste, hein, bien entendu, c'est un livre, il aura la vie qu'il aura, mais en tout cas il ne générera pas de conséquences très matérielles. Nous avons déployé en Allemagne un roadshow, donc une série de rencontres physiques pour filer la métaphore sur l'intérêt qu'il y a à mieux se connaître. Une première rencontre a eu lieu en octobre 2019 dans le berceau du très discret Mittelstand allemand, puisque nous sommes allés à Stuttgart avec une délégation d'entrepreneurs français. Et la rencontre avec les entrepreneurs allemands a vraiment été très intéressante et nous a donné vraiment envie de fertiliser ces moments qui sont des moments intenses mais qui n'ont qu'un temps. Et donc nous avons enchaîné avec un travail de fond sur la création de sujets communs entre entrepreneurs allemands et français, avec la création de clubs qui nécessitent vraiment une co-construction, parce que ces clubs n'ont pas vocation à devenir de nouvelles instances de lobbying ou d'aller chasser sur le territoire des clubs d'affaires, mais d'être vraiment des objets qui proposent aux Français et aux Allemands de se projeter sur des perspectives communes à chaque fois sur leur secteur de spécialité. Donc à ce stade, BPI France travaille sur la création de 2 clubs, l'un dans la santé et l'autre dans l'économie circulaire. C'est un engagement de long terme, c'est vraiment une stratégie de petits pas qu'on est en train de faire avec certains d'entre vous présents ici. Mais on y croit énormément parce qu'on pense qu'on a une contribution à donner, on est une banque proche de ses clients, on est une banque territorialisée. Et on se dit que depuis notre perspective, ça a vraiment beaucoup de sens et on espère que ça en a aussi beaucoup pour les entrepreneurs parce que c'est pour eux qu'on le fait, mais on en est convaincus. Donc voilà, je voulais vous redonner les grandes cadres de l'action de BPI France qui nous a aussi incité à tenir cet atelier en dépit du contexte global. Et je vais passer la parole à Laurent Bigorne qui lui va prendre une perspective beaucoup plus haute que ce que je vous ai tracé comme portrait sur notre action. Mais en tout cas, je pense qu'on partage avec l'Institut une vraie préoccupation qui est de nourrir la relation. Voilà. Merci. Merci Anne-Sophie et merci de cette invitation. Merci à Nicolas et bravo pour le travail qui est fait. Aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et évidemment, je trouve qu'il y a une construction autour de BPI extraordinairement intelligente et utile, y compris dans les circonstances du moment. Je voudrais vous féliciter d'avoir choisi donc l'atelier le plus stratégique de cette journée. Vous dire aussi à quel point je suis content parce que j'ai enseigné ce matin face à un mur d'écran. Et donc vous voir me met un peu de baume au cœur. Pourquoi c'est important que de travailler ensemble, de réfléchir ensemble à ce rapprochement? On pourrait dire qu'il y a au fond 2 ordres de considération. La génération à laquelle j'appartiens a été biberonnée de ce que, au fond, parce que c'était eux, parce que c'était nous, il devait y avoir une indéfectible amitié franco-allemande. Je suis né dans l'Est de la France et le sujet qui nous était répété était celui-ci. Et en permanence, il faut bien le dire avec un succès qu'on pourra qualifier d'assez mitigé. Parce qu'on a les uns et les autres regardé, sans doute, nos voisins d'outre-Rhin nous ont regardés, on les a regardés, on a rarement ensemble regardé ensemble dans la même direction. Et je crois que c'est bien ça dont il s'agit. Et je suis convaincu que la pertinence des dispositifs qui sont proposés, la pertinence de l'interpénétration des 2 tissus économiques, elle vient d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, nos 2 pays forment, quoi qu'on en pense, un espace cohérent, uni, prospère, de 150 millions d'individus, qui, quand on le regarde bien, est à l'intérieur de l'espace européen et même de la zone euro, la charnière véritablement centrale, si on veut que le continent européen soit autre chose qu'un champ d'affrontement entre la Chine et les États-Unis. Et ça dépendra pour beaucoup de ce que cet ensemble, de ce que ce bloc, de ce que ce marché aussi, appelons-le par son nom, de 150 millions de personnes à un niveau avancé du point de vue de la recherche et de l'enseignement supérieur, à un niveau sophistiqué du point de vue de l'économie, à un niveau de prospérité qui est parmi les plus importants au monde. Ça dépendra beaucoup de ce bloc et de la sagesse qu'il aura et des besoins croisés qui sont les nôtres. À partir de là, je pense qu'il y a 4 défis qu'on doit relever ensemble, à la fois pour réussir à intégrer mieux
nos chaînes de valeur, à intégrer mieux nos agilités croisées, et puis aussi pour, je le disais, exister dans une Europe, exister dans un monde dont on sait qu'il est adverse. À la bordure, c'est compliqué. Et ce le sera de plus en plus. Ces 4 défis, vous les connaissez toutes et tous, mais je vais m'efforcer de leur donner le relief qu'ils méritent. Il y a un premier défi, on n'en aurait pas parlé il y a 3 mois, enfin, si, il y a 6 mois, pardon, c'est la crise sanitaire. La crise sanitaire, elle porte 2 immenses défis pour la relation économique entre nos 2 pays, macro comme micro. Le premier, c'est qu'on a un défi sous forme de risque. On risque d'être littéralement enfoui par les déficits publics et les dettes. À la sortie qu'on ne sait pas encore imaginer même, on est tous en masque, je le serai quand je descendrai de l'estade, on ne sait pas imaginer ce que sera la sortie. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on sera massivement enfoui sous les dettes et sous les déficits publics. Et dans un contexte où on sait très bien que la politique monétaire a donné tout ce qu'elle pouvait donner, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien attendre de la politique monétaire qui est pratiquée à son maximum, et on sait que son maximum pose problème s'agissant tout simplement de la finance mondiale et internationale. On ne fera pas plus de politique budgétaire que ce qu'on a déjà fait, ou alors on en fera plus, mais la question qui se pose, c'est celle de l'efficacité de l'euro supplémentaire. Et c'est, je crois, dans les plans de relance de juin et de septembre, une interrogation qui devrait d'ailleurs conduire les 2 gouvernements à communautariser leur plan de relance et à s'assurer que chacun dans ses spécificités trouve bien aussi une compréhension de ce qui se passe chez l'autre. C'est très intéressant ces 2 plans de relance. Le plan de relance français, il dit qu'il faut baisser d'une dizaine de milliards sur 2 années, donc 20 milliards, les impôts de production. Le plan de relance allemand, de façon parfaitement contre-intuitive, il dit qu'il faut baisser la TVA. On est dans des figures totalement inversées par rapport à ce qu'étaient nos schémas économiques d'avant la crise, et pour d'excellentes raisons. Mais ensuite, nos plans de relance disent sur le vert, sur le digital. Je pense que le plan de relance allemand sur le digital, je profite que la ministre n'est pas encore là pour le dire, est mieux gréé que le plan français. Et donc, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle de ces 130 milliards du côté allemand, de ces 100 milliards du côté français, et il faudra qu'on s'en parle de plus en plus. Néanmoins, il y a ce risque, c'est d'être enfoui sous la dette. Et je pense qu'il faut qu'on garde en tête, et que ce soit un sujet des gouvernements, et que ce soit un sujet qui ne bride pas, qui n'inhibe pas les anticipations des preneurs de risques, des investisseurs et des entrepreneurs. Le deuxième danger, c'est celui d'accentuer la divergence. D'abord, les chiffres de croissance sont ce qu'ils sont. On aura plus de difficultés en France à rebondir, et on sait d'emblée que la France sera plus atteinte que l'Allemagne, de l'ordre de 2 fois plus cette année, dans son potentiel économique. Il n'en reste pas moins que si on regarde les chiffres d'août, en termes de reprise industrielle, les 2 pays sont bord à bord. Là où on n'est pas bord à bord, c'est que nous, Français, on est mauvais et on reste mauvais, évidemment, et on est un peu plus compte tenu des secteurs visés dans le champ des exportations, là où les Allemands continuent d'être très bons dans le champ des exportations. Et moi, toute ma crainte, c'est cette divergence. Il faut se le dire les yeux dans les yeux et sincèrement, si la divergence entre nos 2 économies se creuse, on va finir par faire exploser la zone euro. Et nous n'y avons absolument pas intérêt. Personne n'y a intérêt, ni les industriels, ni les populations. Et je pense que, pour l'instant, on ne voit pas parce que la poussière n'est pas retombée, mais on ne peut pas se permettre, et je le dis très fortement du côté français, on ne peut pas se permettre de laisser la divergence s'accentuer. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin, j'allais dire, de pouvoir créer cet espace économique, micro et macro, plus intégré. Deuxième défi, et j'accélère, le débat d'il y a 2 nuits entre Biden et Trump, j'espère, finira de dire à nos amis allemands qui pensent qu'en réalité, si Biden est élu, ce qui n'est pas fait, tout reviendra comme avant, et qu'en réalité, on fermera la parenthèse, est une vision totalement fausse. Je pense qu'on ne prend pas la mesure suffisamment du décrochage entre l'Europe et les États-Unis, du fonctionnement de nos systèmes politiques, de nos priorités, et du décrochage, tout simplement, des systèmes d'alliance qu'on a construits il y a 70 ans. C'est fini. Ça prendra une autre forme, peut-être où on sera, nous, Européens, plus responsables, mais je crois qu'il faut que, de ce point de vue-là, sans doute la France, y compris du fait, j'allais dire, de son histoire, a peut-être pris un peu les devants
en termes de conscientisation. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un alignement de plus en plus fort entre la chancelière, le président, entre les opinions. Alors vous allez me dire en quoi ça concerne les entreprises, mais en tout. Parce que ce dont il est question sont les systèmes de régulation. Ce dont il est question, c'est évidemment la compétition équitable. Ce dont il est question, c'est l'accès au marché. Et me semble-t-il, il faut assumer que nous vivons maintenant dans une Europe self-standing et que le grand frère américain n'est plus là et ne sera plus là pour faire ce qu'il a fait pendant des décennies. Et je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel on doit cesser les tergiversations et qui doit nous pousser à aller plus loin. Le troisième défi, c'est le défi environnemental. C'est le défi environnemental et il faut que les deux pays, pour le coup, pour leurs investisseurs, pour leurs entrepreneurs, prennent la responsabilité d'assumer le prix du carbone au devant de leurs opinions et de ne pas passer uniquement par la contrainte extérieure, c'est-à-dire la fixation d'un prix du carbone aux frontières pour financer le plan de relance européen. Je pense que sur cet espace de 150 millions de consommateurs, il y a des choses qu'on peut dire ensemble, y compris parce que les Allemands ont une crédibilité, les Verts allemands ont une crédibilité vis-à-vis des Verts français, y compris parce que les Français, évidemment, ont une crédibilité sur la question des émissions quand il s'agit de produire de l'électricité, même si évidemment le nucléaire nous sépare comme le Rhin. Il n'en reste pas moins que je crois que nous pouvons mutuellement nous prêter de la crédibilité et je suis assez, j'allais dire, peiné de voir que en réalité vos Verts ne contaminent pas plus nos Verts et que notre débat sur la production d'énergie ne percoque pas plus en Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos gouvernements n'ont pas assez travaillé. Et ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, un espace économique intégré, c'est un espace où les preneurs de risques, les investisseurs, les entrepreneurs peuvent avoir des choses à dire de valeur sur ces deux sujets. Dernier défi, le digital. Le digital, je pense que l'Allemagne va prendre un coup d'avance, y compris grâce à son plan de relance. Je pense qu'en France, on a trop orienté le plan de relance sur le vert et pas assez sur la transformation digitale de l'économie. Alors qu'on sait bien que ce qui a marqué la crise, c'est les gagnants et les perdants. C'est ceux qui savaient se redistribuer, redéployer leurs activités en les digitalisant et puis malheureusement les autres. Et je suis convaincu que c'est un des axes puissants et profonds. Ça ne fonctionnera que si cet espace de 150 millions d'habitants devient aussi un des espaces mondiaux en termes de recherche. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut aller bien au-delà du plan de relance. Il faut commencer à stratégiquement poser les bases d'appels d'offres en commun sur l'espace franco-allemand pour que des équipes universitaires arrimées à des entreprises, quelle que soit leur taille, puissent répondre ensemble à des appels d'offres franco-allemands où on aura au fond plusieurs milliards d'euros qui seront investis et qui permettront de se dire qu'on sélectionne des projets français ou allemands ou franco-allemands ou même franco-allemands agrémentés d'autres participations nationales sur la base d'une conviction, c'est qu'on est capable avec nos appareils de recherche et avec nos appareils universitaires de jouer le jeu qui permet à notre espace économique et à l'Union européenne par-delà d'exister. Et ce que je veux dire, c'est que c'est formidable qu'il y ait un plan de relance européen, c'est formidable qu'on ait des instruments nationaux, il faut aussi que sur un certain nombre de politiques, on ait le courage des cercles concentriques, qu'on ait le courage des coopérations renforcées, et il est grand temps que Français et Allemands, on a su faire l'université franco-allemande, je ne suis pas sûr que c'est ce qui fonctionne le mieux dans la nation franco-allemande, mais ouvre des appels d'offres en commun très bien pourvus, parce que ça, pour le coup, c'est de l'endettement avec un TRI, donc TRI sera supérieur évidemment au taux d'intérêt. Il faut impérativement que si on veut décoller sur le plan du digital, mais aussi du green, nos deux pays retrouvent une capacité à agir ensemble, au-delà de leurs institutions, au-delà de toute la bureaucratie qu'on sait susciter parfois en matière de recherche, pour que des investissements permettent à des projets tout simplement de porter nos ambitions. C'est vrai dans l'hydrogène, c'est vrai dans quantité d'autres filières qu'on peut dessiner ensemble. Merci. Merci beaucoup Laurent pour cet éclairage macro. On a encore 3 petites minutes avant l'arrivée de la ministre. Peut-être est-ce qu'on peut se relancer un peu je vais filer la métaphore de ce que tu viens de dire. Donc concrètement là, on a quand même 3 entrepreneurs, 3 chefs d'entreprise qui sont sur des activités, 2 dans la santé, KSB dans l'industrie. Est-ce que tu peux avoir un propos peut-être un peu plus sur cette déjà taille d'entreprise, ce sont des grosses ETI, et puis sur la crise et sur les secteurs qui les concernent?
D'abord pour dire que nous en France, et c'est particulièrement vrai à Montaigne, on a une longue tradition de travail avec le mouvement des entreprises de taille intermédiaire qui est bien représenté aujourd'hui. Le METI, on a principalement travaillé sur 2 chantiers. Et je le dis aussi pour rassurer nos amis allemands, parce que tu disais tout à l'heure, ils regardent à l'Est. Ils ont de bonnes raisons. Ils ont de bonnes raisons de regarder à l'Est. Le coût du travail est moins cher. Il y a des savoir-faire industriels tout à fait opérationnels. La France a regardé avec condescendance cette Europe du milieu pendant 2 décennies. Et puis a découvert et a fini par redécouvrir qu'elle avait à la fois un sujet politique mais aussi économique. Et je pense qu'on a aujourd'hui des arguments pour rassurer, y compris au niveau micro. C'est quoi? D'abord, je pense que pour la première fois depuis très longtemps, les baisses d'impôts qui sont décidées en France et qui concernent la production sont des baisses d'impôts nettes. Qu'est-ce que c'est qu'une baisse d'impôts nette? Ça n'est pas j'ai augmenté les impôts, je me rends compte que j'ai fait une énorme bêtise pour le tissu productif. Et derrière je corrige. C'est on prend une décision sur les impôts de production, c'est moins 10. Alors avec le métier, on était plus ambitieux, on voulait moins 15. On a déjà moins 10, on prend les moins 10. Et puis on dira à Agnès tout à l'heure quand elle nous rejoindra qu'on veut un peu plus et qu'on a de bonnes raisons de vouloir plus, tout simplement parce qu'on veut des emplois, on veut de la valeur ajoutée et on veut de la R&D sur nos territoires. Mais la France le fait, on avance. On a avancé beaucoup sur la baisse du coût du travail. On est en train d'avancer sur la baisse des impôts de production qui n'ont aucune justification économique. La seule justification des impôts de production, elle est budgétaire, ce qui veut dire qu'elle est idiote. Le deuxième sujet sur lequel je trouve on a fait un pas assez significatif, c'est celui de l'apprentissage. Alors évidemment, les chiffres qui vont paraître dans les semaines qui viennent ne rendront pas justice de ce qui s'est passé parce que le secteur des hôtels, restaurants, cafés, qu'on appelle Orca, va être très touché dans son activité depuis le mois de mars et a sans doute à nouveau très touché dans les semaines à venir. Et c'est traditionnellement un très gros pourvoyeur d'apprentis. Il n'en reste pas moins qu'il y a, je crois, intellectuellement, psychologiquement et politiquement, une progression de l'apprentissage comme il n'y en a jamais eu dans ce pays pendant des décennies. Et qu'il y a un certain nombre de verrous qui ont sauté. Il y a un certain nombre de verrous qui ont sauté, comme il y a un certain nombre de verrous qui ont sauté du point de vue de la formation professionnelle. Et je ne voudrais pas que nos amis allemands, que j'aime, je le dis de tout mon cœur, sombrent au moment où nous progressons un peu dans les travers français. J'ai suivi évidemment avec beaucoup d'intérêt les débats sur la semaine de 4 jours, qui sont des débats récurrents. Je lis les positions d'Ig Metall. Alors, on va vous aider, nous on a expérimenté déjà. Et globalement, ça ne marche pas. Donc franchement, là aussi, je pense que sur les évolutions du travail, micro et macro, c'est des sujets qu'on aurait intérêt à aborder ensemble. Alors, certaines centrales syndicales, notamment la CFDT, ont des discussions, mais me semble-t-il, s'il y a quelque chose qu'on doit nourrir davantage, au niveau du BDI, au niveau du MEDEF, au niveau de la FEP, au niveau du METI, c'est cette capacité, non pas de parler d'institution, ça n'a aucun intérêt, mais cette capacité à pouvoir créer des petites coalitions et à pouvoir bien, j'allais dire, baliser la voie. Ce qui est très frappant, c'est que quand vous regardez les instances qui peuvent aider à réguler, aider à faire progresser aussi la connaissance entre les deux pays, je suis parfois assez frappé de voir qu'elle pourrait être plus dynamique, hormis le transfrontalier qui a son existence. Mais on a Evian qui marche correctement, on a les chambres. Je trouve que c'est très bien, mais on ne produit pas assez. On n'est pas assez dans la rencontre. C'est d'ailleurs, nous, dans la crise, qui nous a conduit, il est là au fond de la pièce, à créer un programme qui va être 100% tourné vers l'Allemagne à l'Institut Montaigne et qui va être dirigé par Alexandre Robinet-Borgomano. Ça veut dire que nous, on va dire maintenant, on met toute une partie des moyens de l'Institut pour véritablement défricher la relation, pour la travailler avec nos partenaires, qui sont des partenaires aussi bien des think tanks, mais aussi des fondations familiales, parce qu'on a le sentiment qu'il faut mieux structurer encore la discussion sur les enjeux communs. Et puis, il faut faciliter aussi la rencontre, c'est exactement ce que vous faites, entre entrepreneurs. Je pense qu'on est vraiment en train de faire un pas les uns vers les autres. On peut faire mieux. Merci Laurent. Moi, j'ai très envie d'entendre les réactions de Boris Lombard, d'Elisabeth Ducotet et de la CEO de Webrang France également. Mais la ministre est en train d'arriver. Donc, merci pour ton propos très clair et je pense aussi très accrocheur pour les suivants qui vont intervenir sur la thématique. Merci beaucoup Laurent.
Donc la ministre arrive, on a encore quelques minutes. En fait, j'ai l'impression, on me dit qu'on a encore quelques instants. Donc on ne va pas laisser un écran vide. Si tu peux revenir, merci. Il faut penser à toutes celles et ceux qui nous suivent en direct à l'atelier. Ah, il y a une question dans la salle. On va improviser, on va la prendre. Attendez, parce que je remplace les ministres et je porte les micros. C'est tout un métier. C'est un sans fil. Donc. C'est un sans fil et un sans filet pour nous. C'est une question pour Monsieur Burgogne. Bonjour. Concernant bonjour, le rapprochement entre Alstom et Siemens, ça ne s'est pas fait. Enfin, pour moi, c'est assez chaotique, je dirais, pour l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous en parler et votre point de vue là-dessus? Parler de rapprochement en ce moment, y compris ces jours-ci, pour un Français est compliqué. Écoutez, oui, ce rapprochement ne s'est pas fait. Il y en a d'autres qui se sont faits en d'autres temps, puis il y en a d'autres qui se feront. Et puis il y a des rapprochements qui se feront avec des entités d'autres pays. Je pense que le sujet est maintenant, il est clairement entre les mains de la nouvelle commission. Ça n'aura échappé à personne. C'est qu'on a besoin de revoir notre logiciel en matière de politique de la concurrence, de politique industrielle, mais aussi souvent de politique commerciale. On a besoin de revoir notre logiciel face à un contexte international, géopolitique et économique qui a complètement changé. Au moment où on a créé les grandes règles, les grands pans de doctrine qui structurent aujourd'hui la politique de concurrence européenne, on n'était pas dans une situation où, par exemple, s'organiser des monopoles plus puissants que ceux qu'on n'aurait même jamais pu imaginer, ou des duopoles entre la Chine et les États-Unis. Donc, et je pointe évidemment les entreprises de la tech. Donc tout le contexte a changé. Il a changé extraordinairement rapidement, y compris à l'échelle des temps géologiques. Et je crois pouvoir dire et constater, y compris quand on regarde un certain nombre de dossiers récents, qu'il y a du point de vue de la Commission une prise de conscience de ce qu'évidemment on doit pouvoir aussi compter en Europe sur des entreprises qui ont la taille, qui ont la masse critique. Et maintenant, en bon libéral, que j'assume d'être et qui croit aux forces du marché, je suis aussi toujours très attentif au fait qu'on offre aujourd'hui à nos concitoyens un espace où l'accès à un certain nombre de biens et de services essentiels est relativement facile et d'un coût relativement modéré par rapport, par exemple, au fait de se payer du Wi-Fi de bon niveau à New York. Et donc il faut faire très attention pour trouver le bon équilibre entre la nécessaire politique industrielle, la nécessaire lucidité, qui est le contraire de la naïveté, qui doit être la nôtre quand il s'agit de permettre à des champions technologiques, à des champions industriels et des services d'exister, et en même temps de toujours avoir en tête que si on veut qu'il y ait une adhésion des citoyens européens à la cause européenne, il faut aussi qu'ils en voient les manifestations concrètes. Et peut-être que d'ailleurs, on n'explique pas assez aux consommateurs européens qu'il a la chance unique d'avoir accès à un panier de biens et services au monde à un niveau de prix qui est proprement parfois stupéfiant quand on compare à ce qui se passe ailleurs. Et évidemment, c'est là où le politique a toute sa place et sa responsabilité, parce que c'est à lui de trouver l'équilibre entre sa volonté de faire émerger des géants technologiques et sa volonté, évidemment, d'être aussi au service des citoyens, et je le dis au moment où la ministre arrive. Très bien, le timing est parfait, donc nous accueillons... Alors, on a meublé un peu en prenant une question, et donc du coup, Laurent Bigorgne est obligé de partir. Je suis ravie de vous accueillir, Madame la Ministre. Merci de votre présence sur cet atelier. Alors, on va être dans les normes. Bonjour à tous. Alors d'abord, toutes mes excuses pour cette arrivée qui n'était pas tout à fait prévue à cette heure-là, mais je me suis adaptée à mon président de la République. On a chacun ses boss. Je voulais partager avec vous, au fond, comment nous, on abordait cette situation de crise et comment il nous semblait que c'était
un moment assez intéressant pour faire basculer notre industrie et assumer cette agilité industrielle et accélérer finalement des transformations dont le confinement a montré qu'elles étaient possibles. Alors, de manière un peu subie, mais finalement, c'était, je crois, Singapour, une des autorités de Singapour qui disait qu'ils avaient, en 6 semaines, fait 5 ans de leur plan de digitalisation de leur cité-État. Donc, on voit que sous cette contrainte, sous la contrainte et dans des moments de difficulté, on peut aussi apprendre énormément et accélérer énormément. Et c'est très exactement ce que nous voulons faire. Premier propos, rappeler que au moment où tout bascule, pour les Occidentaux, puisque ça avait commencé quand même à tendre au mois de février, nous on était mobilisés dès début février en voyant les chaînes logistiques en train de se désorganiser progressivement. Certes, il y a peut-être quelques jours de calage, mais au fond, on s'aperçoit qu'on arrive à tenir, on arrive à réorganiser les productions, on arrive à redémarrer, on arrive à aller chercher les pièces manquantes alors qu'elles ne prennent pas la circulation habituelle. On arrive à s'appuyer sur la fabrication additive dans un certain nombre de process et que donc on est capable de gérer avec certes cette gestion des risques et quelques loupés et probablement pas une optimisation formidable, mais on arrive à tenir la situation avec moins de personnes et plus de numérique. Le deuxième constat, c'est qu'on a réussi à faire basculer, de manière très spontanée d'ailleurs, parce que beaucoup d'industriels se sont sentis concernés et ont voulu prendre leur part à ce qu'il apparaissait comme une guerre commune contre le virus. On a fait pivoter beaucoup d'entreprises. On les a fait pivoter dans la filière textile. Ce masque, par exemple, est un masque filtrant à plus de 98% des particules de 3 microns. Or, les aérosols, dont on pense qu'ils pourraient être facteurs de la diffusion du virus, font effectivement plus de 3 microns. Plus de 90%. Plus de 98%, c'est important ce 98%. Ça, c'est une norme qui a été mise en place en 15 jours par l'Agence nationale de sécurité des médicaments, avec des professionnels, avec la filière textile. Et nous sommes passés de 0 à 20 millions de masques produits par semaine en 3 semaines. Ce qui n'est pas rien quand même. Ce qui est loin d'être rien. Et en fait, cette production qui était d'abord faite au service des Français est devenue une façon aussi de faire face à la crise, de continuer à donner de l'emploi aux personnes, de continuer à avoir du chiffre d'affaires parce que d'autres productions n'étaient plus appelées dans les carnets de commandes. Et on a ainsi sauvé quelques centaines d'emplois et quelques centaines d'entreprises. Autre exemple, comment on bascule du jour au lendemain d'une entreprise qui est leader dans le coton-tige en une entreprise qui invente les écouvillons. Vous savez, ce truc très désagréable qu'on vous met dans le nez. Si vous êtes parisien, a priori, ça vous est arrivé 2 ou 3 fois ce dernier mois parce que vous étiez cas contact ou vous vouliez aller voir vos vieux parents et vous vouliez sécuriser la chose. Donc, ça n'a rien de facile, en fait, un écouvillon. Hein. Il faut que le milieu soit suffisamment propre et préservé pour qu'on ne fausse pas l'analyse. Donc, comment, en quelques semaines, on a un processus de validation et d'homologation dans la santé, qui est quand même un secteur extrêmement contrôlé, réglementé, régulé, pour répondre à une demande. Et je peux le faire sur différents sujets. Je peux le faire sur les respirateurs, je peux vous parler des masques chirurgicaux. On est passé de 3,5 millions de production par semaine à plus de 50 aujourd'hui, plus de 100 millions en fin d'année. Donc on multiplie par 30 cette production-là. Et comment finalement on a montré qu'on avait la capacité d'agilité pour switcher très rapidement et pour l'administration, pour valider très rapidement des process quand on était sous contrainte. Et ça, il ne faut pas le perdre. Fort de ces 2 éléments, et dans le contexte où finalement on a aussi des cartes qui sont en train d'être rebattues
et des tendances de fond, la décarbonation, la digitalisation de l'industrie. Le choix que nous faisons en tant que gouvernement, c'est de dire, il ne s'agit pas seulement de sortir la tête de l'eau des entreprises le temps de la crise en se disant ça ira mieux demain. Il s'agit de se dire qu'on peut accélérer la transformation de ces entreprises, on peut investir massivement dans l'investissement, on peut aider et subventionner des ETI et des PME qui investissent dans l'usine 4.0, dans la fabrication additive, dans les machines à commande numérique, dans les cobots, dans les robots. On peut investir massivement dans la R&D et on peut aider à ce que les meilleures compétences qui sont aujourd'hui peut-être en panne de travail parce qu'elles sont dans des secteurs très attaqués comme l'aéronautique, mais elles sont extrêmement bien formées, ces compétences, puissent venir en appui du développement d'autres secteurs d'activité qui, eux, ont des carnets de commandes et qui cherchent désespérément les compétences pour leur permettre de se développer. Et ça veut dire de l'agilité. L'agilité sur les hommes, l'agilité sur les actifs. Moi, je rêve du moment où on aura une base vous permettant de savoir où sont les capacités d'usinage, de fraisage, etc., que vous pouvez appeler, plutôt que de sous-traiter dans d'autres pays, dans votre région, parce que beaucoup d'usines sont aujourd'hui en charge basse, et elles pourront probablement vous faire les pièces à un coût marginal, parce qu'elles ont tout à gagner à le faire. Elles ont tout à gagner à le faire. Et peut-être d'ailleurs, en faisant ça, elles s'apercevront que vous avez quelque chose à construire ensemble, un partenariat. On peut le faire pour les compétences, on peut le faire pour les capacités de production, on peut le faire aussi pour la R&D, se dire qu'on peut co-développer, et c'est ce qui a été fait pendant cette période de crise. Le projet de respirateur qui a été porté par Air Liquide, c'est un projet où on a embarqué Valeo, PSA, Schneider, et en fait, à la fin, Air Liquide nous a avoué que ça leur avait permis de réfléchir à leur manière d'industrialiser leur production classique et qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient énormément de gains à faire encore parce qu'ils n'avaient pas le toucher de balle sur plein de micro-sujets de PSA, de Valeo et de Schneider. Et pourtant, c'est les leaders mondiaux dans leur secteur ou un des leaders mondiaux dans ce secteur-là. Donc, voilà ce que je voulais porter. Et pour aider, pour accompagner, dans le plan de relance, on a fait de l'industrie un des secteurs, vraiment une colonne vertébrale avec 35 milliards d'euros. 35 milliards d'euros pour relocaliser. Alors, c'est des dispositifs automatiques. La baisse des impôts de production, c'est automatique. Ça se verra en plus d'oxygène dès 2021 sur le compte de résultats. Et donc, ça sera autant de capacités complémentaires pour investir. Mais c'est aussi des dispositifs justement pour soutenir l'investissement dans l'industrie 4.0, l'investissement dans la décarbonation, l'investissement dans la relocalisation. J'ai un sous-traitant. Je me dis que finalement, je pourrais réinternaliser cette production. Je regarde comment je peux faire la ligne de production et j'essaye d'être accompagnée. Je présente un dossier pour être accompagnée par l'État. Voilà des choses très simples et qui sont réelles. J'ai notamment un combat sur l'électronique. Une carte électronique, en France, ça coûtera toujours plus cher à produire. Je n'ai pas de doute sur la question. Mais une carte électronique dans un produit complexe, c'est finalement une partie du prix assez minime. Et une carte électronique que vous développez vous-même, vous pouvez y mettre les éléments de puissance, les éléments d'ajustement que le grand producteur à l'autre bout du monde ne vous fera pas parce que vous êtes un client lambda pour lui. Vous représentez 1% ou 2% de son chiffre d'affaires, peut-être même 0,1%. Donc, pourquoi aller faire un produit ad hoc pour vous ? Donc, il vous fera un produit standard. Il n'a aucune raison de se plier à vos desiderata. Ici, c'est vous qui faites la carte électronique, et j'ai des cas d'entreprises qui l'ont fait. Et bien, peut-être que dans la qualité de votre produit final, dont la valeur est infiniment supérieure à cette petite carte électronique, alors vous pourrez faire des améliorations pour vos clients qui permettront de gagner de la compétitivité, d'avoir une meilleure réponse à vos clients. Donc voilà le type de sujet, carte électronique, intrant critique. On parle beaucoup des principes actifs dans le médicament en nous disant mais pourquoi relocaliser du paracétamol alors que tout le monde sait que ça coûtera plus cher ?
Oui, c'est vrai. Produire en France du paracétamol, le principe actif, ça coûte 20% plus cher qu'en Inde. Mais comme c'est que 5% du produit final, en fait, ça coûte 1% plus cher. Donc ce 1% plus cher, il a de la valeur parce que c'est peut-être 1% qu'on peut économiser en logistique, c'est peut-être 1% qu'on peut économiser en sûreté, en capacité à avoir jamais de rupture, à toujours satisfaire son client. Et donc c'est ces logiques-là qu'il faut au fond acclimater. Il y a quelques années, je travaillais dans la sous-traitance automobile. Il y avait quelque chose qui m'avait frappée, c'est qu'on prenait toujours le côté avantageux de la délocalisation, c'est-à-dire les coûts de base, mais qu'on n'incorporait jamais les coûts cachés de la délocalisation. Et je pense notamment aux malentendus qui arrivaient quand même assez souvent quand tout le monde parlait dans un anglais de cuisine de la France à la Chine, à l'Inde. Tout ce qui est monté en compétences, tout ce qui est 6 semaines de bateau pour apporter l'outillage dont vous avez besoin, vous apercevez qu'il ne marche pas. Ça veut dire que si vous le renvoyez, vous reprenez 6 semaines et vous reprenez 6 semaines au retour, ou alors vous le renvoyez par avion et tout d'un coup, ça coûte beaucoup plus cher de renvoyer un outillage par avion. Ou alors vous demandez aux Allemands, parce qu'ils sont bons en outillage, d'aller vous dépanner. Et là, ils arrivent et ils vous font une très très grosse facture parce que vous n'êtes pas allé acheter l'outillage en première intention chez eux. Ils vous font payer le prix de l'avoir acheté en Chine. Ça, moi, je l'ai vécu très profondément dans ma chair. Et je pense qu'il y a un vrai objet, effectivement, à regarder la localisation et la production en France avec, sans être dans le déni du fait que nous sommes sur une plateforme à coût élevé, mais tout en intégrant le fait que quand on gagne en agilité, quand on intègre l'ensemble du produit, on gagne aussi en compétitivité et qu'il faut regarder la somme finale des deux éléments. En tout cas, pour conclure, vous pouvez compter sur le gouvernement pour vous soutenir, je l'ai dit, relocalisation, décarbonation, modernisation de l'industrie et compétences, parce que c'est également un sujet important. Nous avons mis beaucoup de moyens pour accompagner la montée en compétences des salariés. Et c'est ces 4 leviers dont, au fond, on se dit que vous pouvez vous en emparer. Et dans l'approche allemande, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il faut qu'on arrive à obtenir aussi cette capacité de solidarité dans les filières qui font que, entre donneurs d'ordre et sous-traitants, entre clients et fournisseurs, même si on est très exigeant, on peut toujours faire le petit effort qui permet à la PME, à l'entreprise de taille intermédiaire d'être toujours dans la course et donc d'améliorer son agilité. Voilà, très vite, j'ai mes équipes qui me font des signaux de gyrophare pour me dire que je dois partir. Donc très vite, ce que je voulais partager. N'hésitez pas à revenir vers les services de l'État si vous avez des projets. Moi, je veux faire de Bercy une usine à projet, une usine simple, directe, en direct avec les entrepreneurs. On est aussi là pour se faire engueuler si les trucs sont trop compliqués, mais on est surtout là pour créer de l'emploi et pour vous accompagner. Je vous remercie. Bonjour, merci beaucoup Madame la Ministre pour ces mots très intéressants, très enrichissants. Je me présente rapidement, je suis journaliste, je travaille pour le journal allemand Frankfurter Allgemeine à Paris et j'ai l'honneur d'animer maintenant notre débat avec les 3 entrepreneurs que je prie je vous demande de vous asseoir, s'il vous plaît. Je reste à votre côté. D'ailleurs, moi, je ne vais pas parler avec une masque parce qu'avec mon accent et avec une masque, vous ne comprenez rien. Alors, comme vous voulez. Voilà. Alors, merci beaucoup de participer à notre débat. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais vous demander d'être bref. D'abord, je vais vous présenter. Au milieu, Madame Elisabeth Ducoté, vous représentez l'entreprise Tuan,
qui, vous pouvez décrire ça mieux que moi, mais une entreprise qui est dans la santé, dans les dispositifs médicaux. Dispositifs médicaux. Voilà. Et vous représentez la 5e génération Tout à fait. de votre famille qui gère l'entreprise. Je trouve en général, les 3 entreprises ici, vous êtes tous, vous êtes été fondés tous dans le 19e siècle. Je trouve que c'est intéressant. Tout à fait. Je ne sais pas si vous trouvez dans vos archives des documents sur la grippe espagnole, par exemple. J'imagine ça va être compliqué. Non, mais c'est vrai. En tout cas, ça montre que ce sont des entreprises qui ont vécu beaucoup de crises. Et maintenant, c'était une crise. On est encore dans une crise quand même qui est extraordinaire. Et vraiment, j'ai envie de vous demander d'abord, Madame Ducoté, après les autres, comment est-ce que vous avez vécu tout ça, une crise comme ça qui est un terrain inconnu, vous connaissez pas au mois de février, au mois de mars, vous connaissez pas l'ampleur, vous connaissez pas la profondeur, la durée de cette crise. Comment est-ce qu'on gère une entreprise dans une telle situation? J'ai envie de dire d'abord ce que nous avons vécu ressemble énormément à ce qui vient d'être décrit par Madame la Ministre, parce que nous sommes dans le dispositif médical. Jusqu'à mi-janvier, mi-février, nous pensions qu'il n'y aurait pas beaucoup d'incidences. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que ce virus est là et qu'il faut que nous, dispositifs médicaux, pour continuer l'industrie qui est à Saint-Étienne dans la Loire, nous avons besoin de masques. Et nous achetons des masques à l'extérieur et nous nous disons, ça va nous permettre de continuer. Et puis ces masques, au moment où ils arrivent, sont réquisitionnés par la filière santé, c'est très légitime. Nous n'avons donc absolument plus de masques. Et on s'est dit, si on veut continuer ce qui est obligatoire, nous n'avons qu'une chose à faire, les fabriquer nous-mêmes. Et nous nous mettons donc vers le 11 mars, à un moment où tout le monde part en télétravail et où nous devons installer en télétravail des centaines de collaborateurs dans la nuit, et où nous perdons 70% du chiffre d'affaires en une journée, nous faisons en même temps la décision de démarrer dans les masques. Et nous avons fait exactement ce que Madame la Ministre a décrit, c'est-à-dire en 6 semaines, nous avons développé une gamme de produits qui aurait mis 1 an ou 2 ans à être développés habituellement, et que nous avons fait avec notre matériel qui fait d'habitude, qui sont des matériels très sophistiqués, très industriels, c'est pas du tout des machines à coudre, donc on fait ça avec du tricot, et on fait ça avec donc des fils que nous avons, qui sont des fils spéciaux pour l'industrie médicale, et sur des machines qui font des bas de contention d'habitude. Et ça marche tellement bien, et on le fait ça jour et nuit, bien sûr, que finalement, on dépose un brevet. Donc, 6 semaines après, on dépose un brevet d'un masque qui est unique et qui marche et qui est homologué, exactement comme la ministre l'a dit, par l'AFNOR, par la DGA, et qui a donc la marque NF. Donc voilà une espèce d'aventure d'agilité, de frugalité, parce qu'on l'a fait avec les moyens du bord, et avec une espèce de cohésion de l'entreprise qui est extraordinaire. Donc on a vécu cette crise à la fois comme un drame et comme une histoire extrêmement positive. Et avec cette industrie qui d'habitude est plutôt qui prend son temps, etc., qui n'a pas pris son temps et qui a sorti un projet qu'on peut dire inattendu, parce que la crise était inattendue, mais la réponse a été inattendue aussi. Et vous n'allez pas rester dans cette activité, j'imagine. Nous y resterons, d'abord parce que malheureusement l'actualité nous y oblige, et que deuxièmement les comportements vont changer. Je pense que tout le monde ne portera pas un masque dans l'avenir, mais il y aura une espèce de nouvelle habitude de protection, et dans le fond, on aura un masque comme on a des gants ou une écharpe. Merci beaucoup. Madame Garrière-Boul, vous représentez l'entreprise B. Braun de l'Allemagne. Vous gérez la filiale et je trouve que c'est intéressant que vous étiez nommé vraiment en pleine crise au mois d'avril. J'imagine que c'était un vrai baptême du feu de gérer l'entreprise dans cette crise dure. Oui, tout à fait. Donc, j'ai été nommée le 20 avril 2020, donc c'est facile à retenir comme date. Et cela aussi a démontré l'agilité et la résilience, surtout du groupe, qui a décidé, malgré la situation, malgré la crise, de continuer le process entamé en début d'année pour remplacer mon prédécesseur, le docteur Burmeister, qui est parti depuis en Allemagne, pour reprendre donc la gestion du marché allemand. Et il a fallu immédiatement se mettre dans la gestion de crise
Donc j'ai la chance quand même d'avoir de faire partie de l'organe de direction depuis 7 ans. Néanmoins, du jour au lendemain, effectivement, il faut assurer la continuité de service, puisque nous n'avons pas effectivement changé notre outil de production. Nous avons dû maintenir notre production, puisque nos productions sont utilisées en réanimation. Nous avons une production à nos gens qui, sur les tubulures utilisées avec les pousse-seringues et les pompes à perfusion qui sont maintenant bien connues du grand public et utilisées en salle de réanimation. Et nous avons dû continuer à produire des produits d'urologie, des produits de stomathérapie et également des produits utilisés en oncologie. Donc tous ces produits qui sont nécessaires pour des patients qui souffrent de pathologies chroniques ou extrêmement graves. Et il était essentiel pour nous de maintenir l'activité normale et d'assurer la sécurité sanitaire de nos salariés dans le même temps. Mais d'un côté, vous avez eu une demande qui a explosé, j'imagine, et de l'autre côté, il y avait aussi des secteurs qui ont baissé, j'imagine. Oui, c'est difficile à gérer. Nous avons effectivement, le groupe a une usine à Chaumont qui fabrique des implants orthopédiques et une autre usine à Sarlat qui fabrique des aiguilles chirurgicales. Et nous avons dû faire face à un arrêt brutal de l'activité des hôpitaux dans le monde, des activités chirurgicales. Donc là, il a fallu également mettre en place des mesures de protection sociale pour les salariés, pour assurer un avenir, pour leur assurer sur leur avenir au sein du groupe. Merci. Je me tourne vers M. Boris Lombard. Vous gérez l'entreprise KSP qui est dans les pompes, dans les robinets, dans les vannes pour l'industrie, pour différents secteurs. Et vous gérez toute l'Europe, si j'ai bien compris, ou toute l'Europe de l'Ouest, c'est vrai? Oui, alors j'ai changé de poste aussi très récemment. Je m'occupe de la division robinetterie monde depuis le début de janvier, mais j'ai la présidence de la filiale française, qui est une filiale qui emploie 1200 personnes, avec 4 usines en France et différentes activités de services, de production de pompes, de production de robinets industriels. Alors, quelle était votre expérience de ce printemps un peu agité, on va dire? Alors, assez similaire, je dirais. Au début, nous avons dû, effectivement, dans les tout premiers jours, dans les heures qui ont suivi les annonces du président de la République le 16 mars, nous avons dû gérer un peu la quadrature du cercle, convaincre nos équipes qu'il fallait continuer à produire. C'était loin d'être évident, parce qu'à l'époque, il était de bon ton de dire que les activités non essentielles devaient s'arrêter. Et nous avons pris le parti de penser tout d'abord que le confinement allait durer. C'était une affaire pas de 2 semaines, mais de 6, voire de 8 semaines. Deuxièmement, qu'on ne pouvait pas se permettre d'ajouter une crise sociale à la crise sanitaire. Il fallait donc continuer à produire. Et il a fallu pour cela dialoguer énormément au lendemain des annonces présidentielles avec un comité économique et social central, avec des réunions au niveau des sites également dans les 48 heures qui ont suivi ces annonces pour définir ensemble le protocole sous lequel nous allions travailler. Donc on était un petit peu dans cette situation où à la fois il fallait agir avec beaucoup de rapidité, mettre 40% du personnel qu'il pouvait en télétravail, sécuriser les usines, convaincre évidemment, créer un cadre dans lequel tout le monde pouvait s'inscrire et puis en même temps donner la liberté à chaque site. Et je crois que c'est important quand on parle d'agilité, de prendre des décisions au plus près du terrain pour adapter justement ce protocole sanitaire aux besoins de chaque site industriel. Et c'est un petit peu ainsi qu'on a continué à travailler avec on parlait d'agilité tout à l'heure, des initiatives qui ont émergé qui étaient assez intéressantes. Alors nous, on n'a pas fait de masques, mais on a fait par exemple des vannes pour les respirateurs. Et j'ai appris ça, moi, personnellement, un peu plus tard, 5-6 jours après. C'est-à-dire que les employés qui ont été formidables d'engagement pendant cette période ont pris des initiatives qui sont à saluer. On a été approché par les CHU de Bordeaux et de Toulouse qui manquaient de valves trachéales pour les respirateurs. Et grâce à nos équipes de R&D, grâce à l'impression 3D, on a livré 1500 vannes très rapidement pour assurer le bon fonctionnement des respirateurs. Donc là aussi, beaucoup d'engagement et beaucoup d'initiatives de la part des équipes locales.
Vous trois, vous connaissez bien le franco-allemand. Vous deux, vous travaillez pour une entreprise allemande. Et vous, madame, vous avez fait des acquisitions en Allemagne, je crois. Si vous comparez cette période avec ce qu'on a fait en Allemagne et ce qu'on a fait en France, quelles sont les différences, quels sont les points communs, peut-être? Peut-être d'abord, madame. Les points communs, c'est qu'il y a eu une solidarité partout. Dans les équipes en Allemagne comme dans les équipes en France. Nous, on a dit tous les sites industriels de toute l'Europe du groupe se mettent à faire des masques. Et nous, en Allemagne, nous avons un site qui fait du silicone médical. Donc, c'était encore bien plus éloigné, je dirais. Et ils s'y sont mis. Ils s'y sont mis immédiatement. Et donc, il y a eu cette espèce de solidarité industrielle, mais il y a eu aussi la solidarité des équipes. C'est-à-dire qu'il y a eu la création d'une vraie capacité à résister, à résilier et à passer la crise. Donc ça a été très, très similaire. Ce que je trouve, c'est que du côté allemand, ils ont vécu un confinement de la mobilité peut-être plus efficace que nous n'avons connu, nous, le confinement de l'immobilité. Je trouve que nous, on a été confinés, on était chez nous, on ne pouvait pas bouger. Et du coup, il y avait quand même une vraie restriction dans la capacité à agir, etc. Du côté allemand, il y avait un vrai respect des règles. Donc je pense qu'il y avait une vraie conscience du confinement, mais avec cette mobilité. Et nous, par exemple, juste un petit exemple, quand on a fait ces masques, on a eu besoin d'un laboratoire pour les tester en interne avant de les confier à la DGA ou à la FNOR. Et donc, on s'est dit, nous avons besoin d'une machine très particulière qu'une machine allemande. Le dirigeant de cette entreprise allemande a pris le risque de passer la frontière, de venir nous l'installer pendant le week-end du 1er mai. Et le 2 mai, cette machine fonctionnait et nous pouvions tester nos masques. Ça, j'ai trouvé que c'était absolument remarquable. Et si on ne l'avait pas eu, on aurait été quand même très, très dépourvus de capacité. On a eu ce laboratoire interne en quelques jours grâce à ce sous-traitant allemand. Enfin, pas sous-traitant, ce fabricant allemand. Merci, Madame Garrier-Riboul. Alors, est-ce que vous avez vu aussi des choses différentes dans les deux pays? Est-ce qu'on est déjà peut-être est-ce qu'on essaie déjà de tirer des leçons des différentes expériences chez vous? Alors, je vais plutôt parler de la collaboration franco-allemande qui a joué à plein au niveau du groupe, puisque Madame Braun elle-même, qui est donc ma patronne, la CEO du groupe, est très impliquée au niveau effectivement des relations gouvernementales allemandes. Et nous avons fait jouer cette collaboration entre la filiale et la maison mère et également avec les différents gouvernements. Donc nous avons été en première ligne pour discuter avec les deux gouvernements des deux côtés du Rhin pour essayer de répondre à la demande sur les produits en réanimation qui a explosé pendant cette période. Donc les leçons à tirer, c'est que les Allemands et les Français, quand ils veulent aller dans la même direction, pour reprendre les termes de M. Bruggen tout à l'heure, peuvent vraiment déplacer des montagnes. Et nous avons réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de pénurie dans les hôpitaux français et allemands sur des produits que nous fournissons dans les salles de réanimation. C'était possible malgré le fait que les frontières étaient fermées quand même à un certain moment. Ça ne vous a pas empêché de faire ça? Alors justement, ça a été un choc pour nous, au niveau du groupe, de voir ces frontières fermées. Et je peux dire avec fierté que l'intervention de la maison mère, donc de B. Braun, en Allemagne, a permis de faire ouvrir les frontières, en tout cas pour les produits de santé, et a permis de relâcher un petit peu la pression. Donc ça a été immédiatement une réactivité, et on voit effectivement que encore une fois, quand on arrive à faire jouer des relations entre les deux pays, ça marche très bien. Monsieur Lombard, comment est-ce que vous avez géré cette période avec une fermeture des frontières où on a l'impression l'Europe ne fonctionne plus? Est-ce que l'Europe a fonctionné dans votre entreprise? Oui, alors l'Europe fonctionne au jour le jour. Les frontières étaient fermées, mais bien circulées tout de même d'une part. Et puis beaucoup de conférences, vidéoconférences pendant ce temps-là. Donc il y a eu énormément également de solidarité au sein de l'entreprise. Moi, ce que je retiens quand même, c'est
un vécu beaucoup moins anxiogène côté allemand, peut-être aussi parce qu'ils n'étaient pas confinés chez eux. Et ça n'a pas enlevé à l'efficacité des mesures qu'ils ont prises. C'est d'ailleurs ce qu'on a vécu, nous, après le 15 mai, lorsqu'on est passé en période de déconfinement et lorsqu'on a commencé à rappeler nos employés en respectant toujours des règles de distanciation sociale dans nos entreprises. C'est un peu ce qu'ont vécu les Allemands depuis le début. Donc finalement, tout de même, un ressenti qui me semblait très différent pendant la période de confinement, et un confinement qui n'a pas nécessairement prouvé toute son efficacité, de mon point de vue en tout cas, qui a contenu bien sûr l'épidémie, mais peut-être aurait-on pu être un peu plus souple dans la gestion effectivement de ce confinement pour éviter d'avoir cet impact très fort sur l'économie à ce moment-là. Et dans les régions où il n'y avait pas beaucoup de malades, n'est-ce pas? Par exemple. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il reste de cette expérience? Quelle leçon est-ce qu'on peut tirer pour... oui, on est peut-être dans la deuxième vague. Juste avant, le président de la République a dit qu'il y aura d'autres pandémies. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes mieux préparé? Alors, je crois que ce que cette crise a souligné, c'est la vulnérabilité de notre monde. Donc on aura peut-être d'autres pandémies, on aura peut-être d'autres crises d'une autre nature, écologique par exemple. Et je pense que ça appelle à des modèles beaucoup plus résilients au sein des entreprises. Donc nous avons la chance chez KSB d'avoir, vous l'avez dit tout à l'heure, des produits différents, des pompes, des vannes, de travailler sur des projets à long terme qui sont très impactés en ce moment, mais avoir aussi des activités de tout venant, hein, ce qu'on appelle du daily business, du marché de remplacement. Donc finalement, ce mix d'activités très différentes forge une résilience qui est importante et qui nous permet, en tout cas aujourd'hui, même si on est très prudent, de passer la crise sans trop de difficultés. Donc il va falloir que l'on renforce cette résilience. Il y a des risques nouveaux que l'on va introduire. On a également des fournisseurs en Inde, en Chine, et effectivement, on a eu très chaud avec l'Inde d'ailleurs, qui a été confinée et qui n'est pas sortie encore complètement du Covid, avec, selon les régions, des périodes de confinement. Donc il est clair que lorsqu'on a des fournisseurs sur des pièces critiques dans ce type de pays, il faut se poser la question de l'intérêt finalement et du risque que l'on peut prendre dès lors que ces pièces sont critiques. Ce sujet de la résilience me semble la première leçon à tirer. La deuxième, c'est ce que je disais tout à l'heure, faire appel à l'initiative, encourager un management chaque fois plus participatif. Je crois que donner la capacité à nos employés de se saisir localement de ces enjeux et de prendre des initiatives, c'est au centre du management des entreprises. Ça l'était déjà avant la crise, mais je pense que la crise a quelque part sublimé cette nécessité pour l'avenir. Ça veut dire un peu de Mitbestimmung, un peu de co-gestion? Absolument, de la Mitbestimmung, mais tous les jours. La Mitbestimmung, c'est la co-gestion entre partenaires sociaux et entrepreneurs, ce qui est un sujet aussi qui, à mon avis, vaut le coup d'être adressé en France. Mais le sujet du management participatif, c'est aussi la philosophie Kaizen. Enfin, ça existe dans les entreprises depuis très longtemps. Cette capacité de donner aux employés sur le terrain la liberté d'agir et de prendre des initiatives dans un cadre défini. En France, on avait peut-être une culture managériale un peu plus hiérarchique dans le passé. Et je pense que c'est en train de changer et que la crise nous a montré qu'il fallait, avec tous les défis qu'on a à saisir, digitaux, écologiques, et parfois les crises qu'on a à gérer, il fallait avoir cette agilité-là. Et Madame Ducoté, est-ce que vous, à cause de cette fragilité dans certaines chaînes d'approvisionnement, est-ce que vous cherchez peut-être aussi d'autres fournisseurs maintenant, plus près de vous en Europe pour sécuriser votre chaîne d'approvisionnement? Oui, nous, nos approvisionnements sont européens, donc il n'y a pas de raison particulière. Nous n'avons pas eu de manque particulier pendant la crise. Donc je dirais que le bénéfice principal qu'on a pu tirer, ce n'est pas celui-là, parce que les fournisseurs ont été là et on n'a pas manqué, même si on a eu beaucoup à produire, en particulier pour les masques. Non, ce qu'on retire de la crise, si vous voulez, c'est cette idée que nous avons
pu passer la première. Et si nous avons pu passer la première, ça veut dire que la deuxième, on la passera aussi. Moi, il y a 3 jours, j'étais avec 180 cadres sur Teams, parce que maintenant, dans le fond, on a 180 cadres sur Teams, et ça ne pose aucun problème. Et on leur explique exactement où on en est. Et je leur disais, dans le fond, la deuxième crise arrive, mais nous sommes prêts. Nous sommes absolument prêts à quelque chose que nous ne savons pas, parce que nous ne savons pas très bien ce qui va arriver, mais au moins nous sommes prêts. Et ce que nous avons constitué, c'est d'une part cette solidarité effective et qu'on a ressentie et qui est vraiment maintenant un actif entre nous. Ce que nous avons également constitué, c'est la capacité à fonctionner hors les murs d'entreprise. Elle est faite avec moi. Maintenant, je n'ai que des bureaux vides, ou presque. Et quand je viens au bureau, eh ben, je m'aperçois que les 2/3 de mes collaborateurs sont hors les murs. Jamais nous ne l'aurions fait s'il n'y avait pas eu cette crise. Et dans le fond, l'entreprise fonctionne. Et ce qu'on a bien sûr exploré aussi et réussi, c'est le fait qu'un outil industriel qu'on peut quelquefois penser comme très lourd et très peu versatile, eh ben, cet outil industriel, avec l'intelligence des hommes, eh ben, cet outil, il peut se reconditionner, se remettre en route sur d'autres objectifs très rapidement. Et ce que nous faisons alors de façon très très immédiate, c'est une digitalisation, un grand projet transversal de digitalisation de toutes les fonctions. Et ça, on l'a entrepris et ça y est, il est lancé. Et toutes les fonctions sont en train de faire leur projet digital. Et est-ce que les gens sont aussi productifs quand ils travaillent à la maison? Moi, je crois que oui. Le management n'est pas le même, donc il faut en être conscient. Donc il faut adapter le management. La relation à l'autre distant ou à l'autre à côté de soi n'est pas la même. Mais je dirais que ça fait un effort managérial qui est, moi, je trouve très stimulant. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir à manager autrement. Donc ça se passe plutôt bien. Il y a toujours quelques exceptions, mais je trouve que globalement, il y a eu une énorme adaptation à cette relation qui est autre et qui est quand même efficace. Oui, Madame Garrier-Reboul, comment est-ce que la crise a changé B. Braun? J'imagine chaque entreprise était changée un peu, n'est-ce pas? Oui. Alors, changer, oui et non. Ça a renforcé notre raison d'être. Donc, tout comme l'entreprise de Madame Ducotet, nous sommes dans le dispositif médical et nous sommes là pour vraiment préserver et améliorer la santé des personnes dans le monde. Et cette crise est terrible, mais nous levons tous les matins. L'ensemble des 2000 collaborateurs de B. Braun en France, des 64 000 et quelques collaborateurs de B. Braun dans le monde, se lèvent tous les matins. Ils savent pourquoi ils se lèvent. C'est-à-dire, on est là pour sauver des gens, sauver des vies. On participe au système de santé. Donc, on n'a pas changé notre point de vue sur notre entreprise, on l'a renforcé. Ce qui a changé, c'est effectivement ce qui semblait impossible ou difficile ou compliqué hier a été rendu possible. Pour nous, en 24 heures, mettre 700 salariés en télétravail le 17 mai, on n'osait même pas y rêver, je crois, au 1er janvier. On commençait à envisager des accords de télétravail un peu plus renforcés. Et là, ça marche. Effectivement, la productivité est là. Moi, je suis une fervente croyante dans le fait qu'un salarié, un employé travaille quand il a des bonnes conditions de travail. Si ces conditions de travail qui lui conviennent, c'est de travailler à la maison, eh ben, tant mieux pour lui, tant mieux pour l'entreprise. Il faut le suivre, il faut le manager, mais faire du présentéisme, comme c'était le cas dans certaines entreprises avec un management plus traditionnel, moi, je n'y crois pas. Donc cette crise n'a fait que renforcer cette conviction. Donc ça, c'est vraiment la leçon de la crise. Et surtout, je tiens à saluer la mobilisation, l'énergie positive que j'ai vue se dégager pendant cette crise. Et nous avons également, tout comme Boris l'a dit, nous avons nous aussi lancé des activités pour relancer le dialogue social sur un modèle allemand. Donc on y croit beaucoup à la cogestion. Le top-down, on n'y croit plus. C'est le bottom-up maintenant, pour parler en anglicisme assez vulgaire, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. L'énergie vient du terrain et c'est à nous, direction, de l'encourager. Et je tiens également aussi à saluer l'implication des équipes de direction, puisque nous avons eu quand même des points quotidiens pendant 3 mois sur la gestion de la crise. Quotidien. Et il faut savoir qu'également en France, nous avons 18 établissements de santé. Nous devons également gérer des centres de dialyse, assurer le quotidien de 350 personnels médicaux. Donc il faut pouvoir continuer à fonctionner. Et ça, on sait le faire. Et on est prêt, oui, pour la prochaine crise. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, je vais
demander s'il y a des questions dans la salle. Oui, monsieur. Il y a encore le micro. Bonjour, ouais, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, mais Antoine Marceau, société Marceau. Nous, on a une PME et Bibrone, vous êtes client, par exemple. Et en fait, je sais que, par exemple, la politique de relance, c'est principalement pour les TGE, des structures comme les vôtres. Et j'aimerais avoir votre point de vue sur vous, vos investissements comparés entre 2019, 2020, 2021, 2022. Est-ce que vous allez continuer à investir au même, je dirais, au même niveau voilà. Quelle est votre politique d'investissement? Merci. Alors, juste pour un petit rappel, entre 2014 et 2019, nous avons investi 180 millions d'euros en France. Le groupe a investi 180 millions d'euros en France. Nous avons toujours des projets, notamment à Nogent-le-Rotrou, sur notre plus gros site de production. Nous avons des projets d'investissement et d'expansion sur 5 de nos centres de dialyse. Donc, aucun de ces projets n'a été arrêté ou suspendu. Évidemment, on est en train de revoir l'impact que la crise a pu avoir sur le court terme, mais sur le long terme, moyen et long terme, il n'y aura pas d'impact négatif de la crise sur les investissements de Bibrone en France. Est-ce que vous pouvez donner un peu d'espoir à la jeunesse, hein, parce qu'on a quand même l'impression, et c'est vraiment, il y a des épreuves que la jeunesse souffre, n'est-ce pas? Il y a moins de stages, il y a moins, peut-être aussi moins des apprentissages. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous faites moins dans ce domaine-là? Nous, ça a été très très clair. On a dit on multiplie par 2 le nombre d'alternants chez nous. Immédiatement, pour ne pas donner ce signe négatif que l'entreprise n'est plus accessible. Alors, à notre taille, mais on a immédiatement doublé. Et donc là, on a absolument partout, on est un petit peu submergé, mais ça n'a pas d'importance. On a une masse d'alternants qui sont là, qui arrivent et je dirais qu'on intègre joyeusement. Enfin, c'est extrêmement joyeux de voir ces jeunes venir avec un énorme envie d'entreprise et à qui on va dire, ben voilà, prenons le train ensemble. Le train, on ne sait pas très très bien comment il va marcher, mais on va quand même le faire marcher. Et ils arrivent joyeusement et je trouve que c'est une expérience très très rafraîchissante. Monsieur Lombard, chez vous? Alors nous, on continue à avoir également des apprentis. Je crois qu'on a une 50aine d'apprentis chaque année chez KSB. On renouvelle également 10% de notre effectif par an à peu près. On a besoin de jeunes, notamment pour embrasser les nouveaux défis que sont la digitalisation. Ce sont des natifs digitaux et on a besoin de ce mix générationnel dans les entreprises industrielles. Pareil pour les enjeux environnementaux auxquels ils sont extrêmement sensibles. Donc on a vraiment besoin des jeunes dans l'industrie pour transformer l'industrie. Et puis, puisqu'on parlait d'investissement, nous, on accueille avec beaucoup de satisfaction les décisions du gouvernement, notamment pour développer la filière hydrogène qui nous concerne beaucoup. On a une usine qui fait des vannes cryogéniques en Dordogne, qui aujourd'hui fonctionne sur du gaz naturel liquéfié à moins 160 degrés. Là, il va falloir qu'on descende à moins 250 pour l'hydrogène, mais on a déjà pris le train en route. Donc il y a aussi, et c'est un message pour les jeunes, des projets d'avenir, là pour le coup à long terme, qui porteront sans aucun doute les industries dans les années qui viennent. Et ça sera ma dernière question. On a entendu ça juste avant avec le plateau, dans le plateau avec Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement, des postes ouverts où vous ne trouvez pas des candidats? Alors, sur l'industrie, on a des gros problèmes pour trouver des techniciens spécialisés en maintenance industrielle. C'est un vrai souci pour nous. C'est quelque chose, si on pouvait effectivement faire un petit point là-dessus au niveau du gouvernement, parce qu'une industrie ne peut pas fonctionner sans machines et des machines ne peuvent pas bien fonctionner sans techniciens de maintenance. Nous, alors, on est en pleine embauche, bien sûr, parce que comme on est dans une phase très, très positive où on fait des tas de choses, et en particulier toute cette digitalisation, on a vraiment besoin d'intégrer à la fois donc, des très jeunes, mais à la fois aussi des experts. Et moi, ce qui me paraît, c'est que quand j'entends effectivement tous les soirs à la télévision, un tel va licencier 600, etc.,
où sont-ils ces 600? Parce qu'on se dit transfilière, il n'y a pas assez de fluidité pour qu'on aille chercher. Moi, je prendrais volontiers des gens de l'aéronautique, je prendrais volontiers des gens de l'alimentaire, et parce que je suis sûre que ce qu'ils nous apporteraient serait extrêmement enrichissant. Mais c'est vrai qu'on est tellement carcassonné, enfin encarapassonné dans notre filière qu'on n'a pas la fluidité latérale. Et j'ai un tout petit peu de regret de dire que les cabinets de recrutement ne nous le font pas. Donc j'aimerais beaucoup qu'on arrive à trouver cette fluidité. Moi, l'aéronautique, volontiers, j'ai très envie d'avoir des ingénieurs aéronautiques chez nous. Je suis sûre qu'on en tirera des choses importantes. Très bien. Alors, mesdames, merci beaucoup de vos témoignages qui sont quand même assez positifs, je trouve. Ça donne l'espoir et espérons qu'il ne faut pas revenir à cette époque où on ferme les frontières, surtout comme Allemand qui habite en France. Je suis très en faveur de ça. Alors, merci beaucoup. Je donne la parole à Anne-Sophie. Écoute, je crois qu'on n'a plus de temps d'antenne, donc on peut se le dire entre nous. On est quand même très contents de nos échanges. Merci à vous d'être venus, c'était vraiment formidable. Nicolas Dufourcq, merci d'être venu écouter aussi, parce que je crois que la qualité de ce qui s'est dit là était vraiment géniale. Pour moi qui travaille, vous le savez, sur le volet franco-allemand et qui essaye patiemment de retisser une relation avec des initiatives, vous êtes une source d'inspiration extraordinaire. J'ai envie de vous ressolliciter très prochainement. Donc merci beaucoup, merci d'être venu. Merci. Merci à vous.